Que je pense qu'il veut raser le Congo de la surface de la terre. Pour quel Parce que intérêt? le Congo ne l'intéresse pas. Ce Mais qui l'intéresse, pourtant il est congolais. Comment le Congo ne va pas l'intéresser? le Congo ne l'intéresse pas parce que je crois qu'il a cette mentalité de son père, qui avait été amené comme tirailleur. Hein, vous savez, des gens comme ça. Et Et il a gardé. son père n'est pas congolais, c'est ça? Sassou, son père n'est pas congolais. Son père n'a jamais été congolais, Sassou. Et c'est pour cela, quand je parle de la mentalité des mercenaires, c'est-à-dire un mercenaire, il ne vient que pour tuer, dérober et voler. C'est la richesse qu'il apporte. Ce n'est pas les individus. Bonjour ou bonsoir. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, fidèles internautes, merci d'être au rendez-vous de votre émission Droit de savoir qui portera aujourd'hui sur un livre de maître Dominique Nkunku, paru aux éditions L'Harmattan. Le livre est intitulé Le génocide des Lari. Ce livre est non seulement interdit de vente au Congo-Brazzaville, mais a déjà fait l'objet d'une tentative de poursuite judiciaire par le gouvernement congolais. Aujourd'hui, Droit de savoir s'intéresse à ce livre pour tenter de comprendre d'où lui est venue l'inspiration pour écrire ce livre et de quoi parle ce livre, mais surtout, pourquoi le gouvernement congolais est-il hostile à ce livre? Voilà qui sera au centre de notre entretien aujourd'hui avec notre invité. J'ai cité Maître Dominique Nkunku. Si vous nous rejoignez pour la première fois sur TLR TV, soyez donc les bienvenus. Moi, c'est Christian Perrin. Bonjour, Maître Dominique Nkunku, et merci d'être encore avec nous aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour à vous. Je salue votre auditoire qui est fabuleux, puisque j'ai eu des réactions qui sont très, très intelligentes. Ce que j'attends chaque fois que je fais une intervention, c'est la réaction du peuple. Parce que ce peuple l'a trop bâillonné, on l'a plus qu'intimidé, on a créé un climat qui n'est pas un climat qui permet à un peuple de s'épanouir. Et la parole, elle libère. S'il y a une faculté que l'on connaît depuis la Bible, c'est que la parole lave. Et quand la parole lave un peuple, vous savez, un peuple lavé, il devient dangereux. C'est pour cela que l'on crée beaucoup, beaucoup d'angoisse. C'est sans doute pour cela que le livre dont vous parlez a été interdit. Mais figurez-vous, hein, c'est le livre de tous les livres que j'ai écrits, c'est le livre qui a été continue à être le plus acheté chez l'Harmattan. Et beaucoup de Congolais, je dirais, de Congolais intellectuels dans le monde, et aussi bien que dans notre pays, ont ce livre-là. Mais ils ne le montrent jamais, ils le cachent. Merci, Maître Dominique Nkunku. Eh bien, comme je l'ai annoncé d'entrée de jeu, nous allons parler de votre livre intitulé Le génocide des Lari. En fait, ma première question est de savoir pourquoi l'avoir intitulé Le génocide des Lari au lieu de Le génocide du Poul. D'abord, je tiens à signaler que je suis juriste, je suis avocat, je m'intéresse beaucoup aux faits et non à moi, quand je réagis, quand je traite un dossier en tant qu'avocat, je ne m'intéresse pas à une sorte de géopolitique généralisée. Quand le livre est sorti, on a beaucoup parlé on a voulu, on a même fait des griefs énormes contre ce livre, contre moi-même, parce que j'avais choisi le titre, Les génocides des Lari, et non pas les génocides du Poul. Bon, d'abord, quand je regarde la géographie même du crime qui a été commis, quand même le génocide, c'est un crime. Et la population qui a été visée, c'est la population qui habite dans ce que j'appelle les terres Lari. Donc, c'est cela. Et je dirais que cette géographie m'a été pratiquement indiquée par des organismes extérieurs au Congo, puisqu'au Congo, on avait caché, comme d'habitude, on cache des informations, on tue, on cache, on fait tout,
mais il y a un organisme qu'on appelle IRIN, maintenant qui a changé de nom, que je crois qu'à qui les Congolais un jour revaudront beaucoup, qui s'appelle à l'époque IRIN, maintenant c'est les New Humanitarians. Et ben, c'est eux, pendant que le Congo tuait, je dirais, à guichet fermé, hein, je crois que c'est le terme qu'il faut. Un Et, génocide à huis clos, alors. et absolument, et puis le Congo avait même interdit aux organisations internationales d'aller observer tout ce qui s'est passé, parce qu'en réalité, on voulait carrément éradiquer cette population-là. Et eux, ils avaient filmé. Ils avaient filmé à travers tout ce qui se passe au niveau satellitaire. Donc, ils avaient filmé que Soumouna avait été, Soumouna, c'est mon village, du moins celui de, de ma grand-mère. Donc, Soumouna avait été bombardé, je dis bien bombardé, Kindamba avait été bombardé, Mayama, toute cette partie-là avait été bombardée. Et sous le prétexte qu'on poursuivait Ntoumi. Mais ce Ntoumi n'a jamais été quelqu'un qui était poursuivi. Il n'a En jamais fait, été. maître, pendant que vous parlez de ce que ce gouvernement recherchait donc Ntoumi, de quel génocide, en fait, de quelle période s'agit-il? Est-ce la toute récente, 2016, 2018? Oui, l'observation, en fait, elle porte sur la période de 2016, 2018. Vous voyez, c'est cette période qui a été la plus bouleversante et je dirais qui a été la plus regardée et qui a été la plus cachée, mais qui a été aussi la plus meurtrière. Meurtrière parce qu'il y a eu d'abord beaucoup vraiment de tueries. Meurtrière parce que jusqu'à présent, il y a même des militaires qui restent encore dans ces villages. Des militaires qui vont violer nos mamans dans les villages. Et toute cette période-là, en fait, c'est une période qui est sanguinaire, qui est grave, gravement, disons, gravement meurtrière pour les Laris. Et bien, moi, je posais la question de savoir pourquoi pas le génocide du Poul, parce que dans le Poul, il y a un peu aussi tout le monde, hein, il y a beaucoup d'autres ethnies, beaucoup d'autres clans qui sont dans le Poul. Pourquoi avoir sélectionné seulement les Laris? En fait, je n'ai pas sélectionné, j'ai constaté. Ça ne signifie pas du tout qu'à Kinkala, comme à Sumona, il n'y ait que des Laris. C'est pas cela que je veux dire, vous voyez. Qu'il n'y ait pas eu d'autres populations, qu'il n'y ait pas eu des Sundis, qu'il n'y ait pas eu tout cela. Ils ont même continué de toutes les façons. Jusqu'à présent, ça a pris une ampleur. Sauf que, depuis que le livre a existé, ils ont une peur. Ils ont une peur pour pouvoir parler de ce génocide. C'est-à-dire pour, pour parler publiquement d'une action militaire. Ils font circuler l'armée partout, ainsi de suite. Mais disons, il a fallu que nous puissions spécifier ce qu'il faut pour que le phénomène génocidaire puisse prendre dans le pays. Et une fois qu'il a pris dans le pays, il est devenu pratiquement une sorte de base, comment je peux appeler ça? Vous voyez, c'est comme quand un mal est identifié, on peut dire, mais chez nous aussi, on a été victime. Vous comprenez ce que je veux dire, vous voyez? Mais l'identification demande que l'on ait vraiment une population bien précise, qu'on sache qu'est-ce qui se passe, pourquoi on a bombardé là, pourquoi est-ce qu'on n'a pas bombardé, par exemple, je suis allé à Kinkala, quand il y a eu ce fameux, d'ailleurs c'était un risque énorme, qui était arrêté plusieurs fois en route. Je suis allé à Kinkala. À Kinkala, il n'y avait pas âme qui vive. Il n'y avait pas âme qui vive. Il y avait, je dirais, des rats qu'on voyait même sur le marché de Kinkala. Comme Et quoi on ben, avait exterminé tout le monde ou bien la population s'était déplacée? en tout cas, ou les deux, mais en tout cas, on ne dirait pas que j'ai eu l'extermination de la totalité, puisqu'il en existe encore. Mais il y a eu une sorte de, de, de fuite dans les forêts. Il y a eu des forêts. On a empoisonné les eaux. On a coupé les arbres. On a coupé les arbres à la racine. On a détolé les maisons. Donc, évidemment, il n'y avait plus de vie. Et je disais que j'étais à Kinkala. Là, il n'y avait pas de vie. Et quand j'ai demandé au conducteur que j'avais pris comme
quelqu'un qui nous aidait à nous déplacer. Un guide alors. Oui, oui, mais quand nous sommes arrivés à Boko, c'est-à-dire la première fois que je voyais Boko, c'est arrivé à Boko, il y avait une vie, mais alors incroyable. Il y avait une vie normale, les gens achetaient, les gens vaquaient, les gens, ils s'interpellaient, s'il y avait des mariages, il y a tout ce que tu veux. Mais, or, si vous connaissez bien la distance entre Kinkala et Boko, ce n'est pas une longue distance. Ce n'est pas une longue distance. Nous, je crois qu'on a mis 30 ou 40 minutes. Donc, à 40 minutes, vous avez, je dirais, une vie de mort à côté et de l'autre côté, alors une vie qui enfante. Alors, maintenant, c'est à partir de là que moi, je me suis dit, on ne peut pas parler du génocide du pôle. Mais par contre, et c'est peut-être à ce niveau-là qu'il faudrait arriver à bien poser les choses, c'est que le génocide, il y a évidemment tout ce besoin d'exterminer ou de nuire à une partie de la population, un groupe ethnique ou racial, ou c'est pas déterminé, mais à côté de cela, il y a toutes les formes de manipulation qui visent une chose, qui visent à détruire, qui visent même à faire en sorte que une population qui existait là n'existe plus. Vous connaissez, j'ai parlé de ce que j'appelle le génocide de Ronton, qui fait que vous avez le sentiment qu'il ne se passe rien, mais en réalité, il se passe tout. Beaucoup d'enfants ne vont plus à l'école parce que les parents n'ont pas les moyens. Toutes les écoles, la plupart des écoles sont des écoles privées. Beaucoup d'enfants, quand on fait des statistiques, beaucoup ne réussissent pas le bac, alors que les autres réussissent facilement. Il y a un autre génocide, par exemple, ceux qui habitaient ce qu'on appelait le quartier d'Aomé, là où Kiki, je crois, achetait à une bouchée de pain, on appelle ça des maisons pour sa femme de Kim. Eh bien, qu'est-ce que vous voyez là? On a pratiquement chassé toute la population qui habitait là-bas. Vous avez dit, maître, un instant, s'il vous plaît, on va continuer, bien entendu. Vous avez dit que quelque part, le quartier d'Ahomey, que vous appelez ça, aujourd'hui, c'est quoi? Comment on appelle cela? Le quartier d'Ahomey, c'est un quartier de Bakongo. C'est un petit quartier de Bakongo qui est entre l'hôpital Sita. À l'époque, ça s'appelait l'hôpital Sita. Vers 3 francs, s'il faut dire. Et oui, et puis vers l'ambassade de France. Oui, Place de Gaulle, hein, c'est ça. Hein. Place de Gaulle, oui. Voilà, donc c'est toute cette partie-là. C'est une belle région. La mer n'est pas loin, le fleuve n'est pas loin, c'est tout, voilà. C'est ce qu'on appelle le quartier, l'autre côté, c'est le quartier glaciaire, vous voyez, là où habitait Kolela, d'ailleurs, je crois. Donc, c'est cette partie-là, surtout la partie d'Ahomey, qui est une partie que moi j'ai connue dans ma jeunesse, puisqu'il y avait mes oncles qui étaient là-bas. Eh bien, les primo habitants ont été carrément chassés. On n'a pas envoyé une armée, c'est rétrovisible. Mais ce que j'appelle le génocide de rampant, c'est le fait que on arrive, on impose à la population de pouvoir se déplacer, soi-disant le temps de refaire des maisons, mais quand ces maisons sont refaites, elles sont à un prix inaccessible pour la population. Donc, la moralité, c'est qu'on va pousser ces populations à aller encore à l'intérieur, aller dans les villages. Donc, en fait, qu'est-ce qui est libéré? C'est libéré pour les nouveaux riches. En fait, c'est une façon de remplacer ou de changer la population à ce niveau, c'est ça? Voilà, vous avez compris. Et tout cela fait partie du génocide. Donc, en fait, les génocides a beaucoup de formes. Donc, il faudrait bien situer le fait que, d'ailleurs, j'ai dit, les gens qui s'inquiétaient que je n'ai pas dit que le génocide concernait le Poul, concernait ceci. S'ils veulent un peu de génocide, il suffit de demander à Sassou Nguesso. Il est distributeur de génocide. Non. Pas, évidemment, maître Dominique Nkunku, je disais d'emblée que votre livre a été interdit au Congo. Il a même fait l'objet d'une tentative de poursuite en justice, bien entendu. Je ne sais pas si cela a abouti, mais bien avant de répondre à cette question, je vais proposer à nos téléspectateurs de suivre ce reportage de nos confrères d'Africa 24 sur, bien entendu, une conférence de presse qu'avait tenue le gouvernement pour annoncer la poursuite judiciaire de votre contre vous, maître Dominique Nkunku. Suivez et on reviendra sur notre plateau.
sans problème. Les ministres Thierry Mongala de la Communication et des Médias et Aimé Ange-Wilfried Bininga de la Justice ont dénoncé une imposture contre l'unité nationale exprimée dans le livre Génocide des Lari au Congo de Dominique Nkunku. Les deux membres du gouvernement ont annoncé des poursuites judiciaires contre l'auteur et la maison d'édition de cet ouvrage. Le ministre de la Justice a saisi le procureur général près la Cour suprême que des poursuites soient engagées contre M. Nkunku Dominique. Ils seront poursuivis. Et pour celles qui ont la nationalité congolaise, c'est l'occasion pour elles, ces personnes bien sûr, de venir répondre devant la justice de leur pays. Écrit par Dominique Nkunku, un Congolais résident en France, l'ouvrage accuse le pouvoir en place d'avoir organisé depuis 1999 un plan d'extermination de l'ethnie Lari originaire du département du Pôle. Pour l'opposition, sa prohibition est une violation de l'article 25 de la Constitution, selon lequel tout citoyen a le droit d'exprimer et de diffuser librement son opinion. Déjà, les ministres qui ont tenu la conférence de presse disposent de l'ouvrage, donc ils sont les premiers à être arrêtés. Parce qu'eux, ils ont l'ouvrage. Ils le diffusent et ils opèrent la circulation et ils ont acheté. Ce qu'ils veulent priver aux autres Congolais. Il faut laisser à tous les Congolais la liberté de consommer l'ouvrage et de donner leur avis. Vous privez un citoyen d'acheter un livre en papier, il achètera en version numérique. Notons que c'est un arrêté du ministère de l'Intérieur du 22 octobre 2018 qui interdit l'entrée, la circulation, la distribution et la vente de ce livre sur l'ensemble du territoire national. Le sujet fera l'objet d'un débat d'actualité à l'Assemblée nationale ce jeudi 25 octobre 2018. Alors bien voilà, Maître Dominique Nkunku venait de suivre aussi avec nous ce reportage où le gouvernement congolais disait vous poursuivre en justice. Est-ce que depuis que cette conférence de presse a eu lieu, avez-vous reçu une quelconque convocation de la justice ou une interpellation quelconque? Jamais, jamais, et je suis sûr qu'il n'y en aura jamais. Il n'y en aura jamais parce que c'est des gens qui ne sont pas habitués à ce qu'on leur dise la vérité en face. Et comme ils ne sont pas habitués, ils ont le sentiment que ce Congo n'est fait que d'ignards, n'est fait que des gens qui tremblent, qui pissent dans les pantalons dès l'instant quand on fait une menace quelconque. Non, 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 jamais. Et je sais que je ne le serai jamais. Je n'ai jamais été poursuivi. Il y a eu leur déclamation. Leur déclamation, oui. J'ai entendu. Mes équipes me l'ont ramené, l'ont regardé. Il n'y avait rien de consistant dans ce qu'ils ont dit. Et c'est même d'un ridicule énorme. Parce qu'ils ont réuni la communauté internationale, disons, qui existe au Congo. Et eux, ils ont fait de ce livre un livre connu internationalement. J'ai retrouvé ce livre dans une université aux États-Unis. J'en ai retrouvé au Canada. J'en ai retrouvé, on m'a dit même qu'il y a des traductions qui ont été faites. Donc c'est pour dire que ce livre, il ne peut plus le saisir d'abord. Et moi, je ne suis pas inquiet. Je ne suis pas inquiet. Le jour où le temps viendra pour que je rentre au Congo, je vais rentrer au Congo. Et en l'occurrence, j'ai dit que lorsqu'on va refaire cette mascarade qui a été, qu'on va annuler cette mascarade d'élection, j'irai au Congo pour me présenter. Et personne ne me touchera. Personne. Je dis bien personne. Personne ne vous touchera. Alors, Maître Dominique Nkunku, tout à l'heure, vous disiez que vous avez fait un petit tour dans le pôle, une visite du pôle. Je voulais juste savoir, qu'est-ce qui a précédé entre le livre et cette visite? C'était juste pour savoir, finalement, qu'est-ce qui a inspiré votre livre? Est-ce que c'est cette visite ou bien c'est après avoir écrit le livre que vous êtes allé sur le terrain pour mener des investigations ou pour visiter le pôle? En fait, il faut savoir situer ce livre. Ce livre est une œuvre collective. C'est une œuvre qui est partie d'un symposium que nous avons organisé à Paris. Et vous savez, les grands événements, on réunit toujours l'intelligentsia. Il y a eu des personnalités de l'UNESCO qui sont venues. Il y a eu des confrères avocats. Et je crois que même à l'époque, les faits, je ne sais pas s'il est toujours, l'avocat de Mokoko était là. Il y a eu
des historiens qui étaient là, il y a eu des philosophes qui sont venus, et tout cela était organisé sous l'égide à la fois de OIDA, une organisation qui avait été mise en place par Madame Alliot, mais aussi avec l'Harmattan, qui est l'éditeur. Et donc, on a laissé les gens s'exprimer librement. Les gens ont témoigné de ce qui s'est passé, ce qu'ils ont vu eux-mêmes. Et c'est une fois qu'ils ont exprimé ce qui s'est passé, à la fin, il y a eu ce qu'on appelle une motion. Il y a eu une motion qui a bien reconnu que, en conformité avec la Convention de 1948, il y a bien eu génocide au Congo. Donc ce livre a ce statut-là. Et j'ai écrit parce que j'ai constaté que beaucoup de choses que les Congolais, qui sont magnifiques, et les Congolais font, ces choses souvent restent, comment je peux dire cela, dans un état de pensée, d'idée, et puis avec le temps, on oublie. Moi, j'ai appris dans mes formations de Sorbonne que dès qu'il y a un événement, je l'écris. Dès qu'il y a un événement, je le formule. Et quand je le formule, c'est ce qui fait que maintenant, la dernière fois, mon éditeur me disait que j'ai écrit au moins une vingtaine de livres, mais des livres consistants. Et donc, c'est cela qui m'a fait prendre la plume. Un autre élément qui a conduit à ce que ce livre, je puisse vraiment l'écrire, c'est lorsque je vous ai parlé d'Irine. Irine qui a constaté que le pouvoir voulait faire ce qu'on appelle je dirais, totalement envahir, détruire la population qui était là-bas. Et parmi ces populations, il s'est trouvé que moi, je suis de Soumouna. Et quand j'ai constaté que Soumouna n'existait pratiquement plus, je ne pouvais pas me taire. Et même le village où on a grandi de mon papa, qui est Verengela, des choses comme cela, d'Amisakou. Et en fait, c'est des villages qui ont disparu de la surface de la Terre. Mais est-ce que, Maître, dans ce livre, on peut trouver aussi les statistiques, hein, c'est-à-dire les statistiques sur les dégâts causés, les victimes, le nombre des villages détruits, comme vous l'avez dit, voilà. Est-ce qu'on peut avoir ces éléments-là dans le livre? Oui, à l'intérieur, il n'y a pas de statistiques numériques en tant que telles, parce que l'urgence était arrivée à rendre compte d'un phénomène dont il fallait surtout pas parler. Et donc, je l'ai écrit sous cet esprit-là, mais derrière, il y a eu beaucoup d'utilisation comment tu peux appeler ça, beaucoup de personnes qui au début étaient dans une sorte de colère parce que c'est Kunku qui avait écrit, parce que ainsi de suite, mais qui avec le temps ont compris que c'était une sorte de bouffée d'oxygène que je donnais à cette population pour pouvoir s'exprimer. Maintenant, j'apprends qu'il y a des statistiques qui existent, statistiques sérieuses. On est en train même de retrouver des zones où la population elle-même, elle a été carrément, les gens ont été tués, mis dans dans des sortes comment on peut appeler ça, dans les fosses communes. Des fosses communes, vous voyez. Et toutes ces fosses communes, à un moment donné, c'est devenu tellement évident. Le pouvoir a embauché des Espagnols qui sont venus. Et après, qu'est-ce qu'ils ont dit? Que voilà, mais ça, c'est des gens qui sont toujours restés dans qu'on appelle ça, qui sont restés dans les morgues parce que les parents étaient pauvres. Évidemment, c'est du mensonge, un mensonge éhonté. C'est des gens qui s'est tués dans cette période-là. Mais et comme ils ont fait les choses dans la hâte, beaucoup de fosses communes existent. Et j'apprends maintenant que… Maître, vous êtes en train de nous apprendre que lorsqu'on nous parle, par exemple, de 575 corps qui traînaient, disons, abandonnés dans les morgues de Brazzaville en 2021, c'était les corps des victimes de ce génocide, c'est cela? Bien entendu, je l'ai dit plusieurs fois, personne n'a démenti. Je l'ai dit, c'est une réalité. Vous savez, le problème du Congo, c'est un problème qui est très grave. Le problème du Congo, c'est que on a un problème avec la vérité, vous voyez. Le Congo a peur
qu'on dise la vérité. Et dès qu'on dit la vérité, on devient dangereux. Les Congolais ont peur d'être soupçonnés d'être des gens qui disent la vérité. On a vu avec l'histoire de Paco, qui n'est pas une affaire terminée parce qu'il s'agit d'un double crime. Mais on ne sait pas dire la vérité, ou on nous a désappris à dire la vérité. Mais c'est quoi? Où étaient ces morts-là? Où sont ces morgues dans lesquelles on a la capacité de garder 500 corps comme ça? Elles existent où, ces morgues? Elles n'existent pas. Elles n'existent pas, c'est du mensonge. Oui, maître, mais pourtant, cette année-ci, je crois bien, 2022, non, toujours 2021, puisque là, je parlais en fait de mars 2020, où on nous a parlé de 575 corps abandonnés dans les morgues de Brazzaville. Et en 2021 également, il y a eu 600, je ne sais pas s'ils ont déjà enterré, il y a 600 corps qui ont été abandonnés dans les morgues. Et je ne pense pas que ceux de 2021 fassent partie aussi de ces génocides. Mais le génocide, il est continu. Donc, il n'est pas. C'est le démarrage du génocide qui est un problème. Parce que le Congo a signé, disons, l'acte, ce qu'on appelle le statut de Rome. À un moment donné, c'est à partir de là que les actes peuvent être imputés au génocide. Mais une fois que c'est signé, tous ceux qui arrivent derrière tombent sous le coup du génocide. Et ils essayent de chercher des moyens pour sortir un peu la chose, sortir la tête de l'eau, en disant que oui, vous êtes Congolais, monsieur Perrin. Vous êtes sûr que vous pouvez être la personne la plus pauvre du monde. Vous allez laisser votre parent dans la morgue congolaise? Vous n'irez pas emprunter? Mais ce n'est pas dans la culture des Bantous. Nous sommes des Bantous. Bantou, c'est la tête, vous comprenez? C'est les élus. Donc, on a une considération énorme vis-à-vis du corps humain. J'ai vu, mais c'est pas. Il se dégage. On reproche quelquefois que lorsqu'il y a une difficulté, lorsque quelqu'un est malade, lorsqu'il y a une souffrance, les gens ne s'intéressent pas trop à cotiser pour que la personne malade soit guérie. Mais par contre, quand il y a un mort, mais les gens, ils sont prêts à tout vendre. Je dis bien tout vendre pour permettre qu'un enfant, une maman, même d'une famille la plus pauvre, soit enterré dignement. Ça fait partie des Bantous. Donc, quand on vient vous raconter, j'ai envie de dire que les Congolais apprennent le doute. Le doute est scientifique. C'est le doute qui permet d'aller à la vérité. Et c'est la vérité qui libère. Or, ça fait plus de 40 ans, ils ont le sentiment qu'il suffit de dire aux Congolais « Ah ben ça, on l'a vu dans les morgues. » Paf, tout le monde croit. « Ah ben ça, on a vu ceci. » Attendez, mais vous vous rappelez même cet enfant ou cette fille qui avait été tuée dans une morgue alors qu'elle n'était pas morte. Vous voyez, je ne sais pas si c'est vous qui en avez fait le reportage, mais en fait, ça créait une émotion énorme. On a un rapport à la vie qui est très important. Et donc, on ne peut pas venir me dire que ça fait 1000 personnes comme ça. Et encore les 1000 personnes, c'est peut-être qu'ils ne savent pas, puisqu'ils savent qu'il y a des gens qui sont au courant. D'ailleurs, ils savent que concours suit tout cela. Ils n'osent pas les dissimuler encore plus. Mais sinon, non, il n'y a pas de morgue. Est-ce qu'il y a même. Je ne sais même pas quelle est la capacité de la morgue de Brazzaville. Alors, maître Nkunku, revenons sur votre livre. Il y a eu, je crois, le Premier ministre actuel, Anatole Koliné-Makosso, qui a également écrit pour essayer un peu de contester votre livre pour démontrer que finalement c'était là un génocide fictif. Ça, au moins, c'est des termes qu'on retrouve dans ce livre. Oui, Koliné, c'est un petit fanfaron, un petit garçon qui se nourrit, comme on dit, à la mangeaille, à la mangeoire. Hein. Koliné, son livre n'a aucune consistance. C'est pas la première fois d'ailleurs qu'il le faisait. Dès qu'il y avait une action,
il fallait attirer l'attention pour qu'on puisse le reconnaître jusqu'à ce qu'il ait été reconnu pour être mis ministre, Premier ministre, je ne sais pas pour combien de temps, mais Collinet avait écrit un livre qui s'appelait Le génocide imaginaire. C'est un livre qui a été écrit pratiquement un peu pour faire la publicité. Mais quand je suis allé, j'ai ce souvenir quand je parle de cela, d'une nuit difficile où j'étais, mon épouse et moi, on avait amené notre enfant, qui était encore très bébé, jusqu'à Genève. On a pris les bus, on a pris tout ce qu'il fallait parce qu'on voulait absolument que la vérité éclate. Eh bien, nous sommes allés à Genève. À Genève, c'était ce qu'on appelle l'examen périodique du Congo. Le Congo avait envoyé au moins une délégation de plus de 100 personnes, uniquement pour vouloir contrecarrer Kunku. Nous sommes arrivés là-bas, la communauté internationale, beaucoup de membres avaient demandé au Congo de pouvoir mener ce qu'on appelle une enquête internationale, c'est-à-dire qu'ils ouvrent les portes, puisque jusqu'à présent elles sont fermées, à une enquête internationale. Eh bien, figurez-vous, le Congo, et ça c'est noté dans le livre, le Congo a refusé l'enquête internationale. Alors, ça fait d'ailleurs l'objet de mon deuxième livre qui s'appelle Le Congo, le sang et l'or du génocide. Le Congo a refusé l'enquête internationale. Est-ce qu'on peut être beaucoup plus explicite? C'est-à-dire que quand on fait l'examen périodique, les nations qui font partie des Nations Unies examinent quel est l'état des droits de l'homme dans un pays. Et en l'occurrence, le grand problème au Congo, c'est celui que j'avais posé. C'est tout ce qui se passait justement dans cette région, cette Terre-et-Lari, cette région du Poul, en fait, où on arrivait à ne pas comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi on fait la guerre, pourquoi on recherche une Ntoumi alors que maintenant Ntoumi, il est banal comme n'importe qui. On arrive à ce que les populations meurent, tout cela se fait à huis clos. Et on a dit, mais dans ces cas, la meilleure façon, on a envie de comprendre. Je pense qu'il y avait une demande des États-Unis, je pense qu'il y a eu une demande du Uruguay, enfin, beaucoup de nations avaient demandé, ils font des demandes. Et il se trouve que le Congo coche pour dire ce qu'il accepte, ce qu'elle n'accepte pas. Et ce qu'elle n'acceptait pas, ce que notre pays, le Congo, a refusé d'accepter, c'est que l'on puisse mener une enquête à l'intérieur du Congo. La question comme quoi le Congo se reprochait de quelque chose, c'est cela? Mais plus que se reprocher, j'ai même dit, mais si ce génocide, comme dit Makoso, si ce génocide est un génocide imaginaire, ok, mais dans ce cas, ouvrez les fenêtres, ouvrez les portes, appelez même des gens, venez voir. Et moi, je vous garantis, j'aurais même fait profil bas, j'aurais même réécrit un livre en disant, mais, compte tenu de ce qui s'est passé, voilà, je me suis trompé, mais je ne me suis pas trompé. Et justement, j'ai dit, si ce génocide était aussi imaginaire qu'on le dit, s'il est imaginaire, pourquoi est-ce que vous refusez? Et c'est même pas seulement Kunku qui demande cette enquête, c'est quand même la communauté internationale. Donc, quand tu te reproches rien, mais tu ouvres les portes. Et maître, comment ça fonctionne évidemment au niveau international? Lorsque le Congo a décliné, par exemple, cette offre ou a refusé qu'on vienne enquêter au Congo-Brazzaville, cela veut dire que personne, mais en tout cas personne, ne peut se permettre d'aller enquêter tant que le gouvernement congolais ne l'a pas autorisé, c'est cela? Au niveau diplomatique, c'est comme cela, hein, parce que on ne va pas décider, c'est comme si on faisait décider d'une guerre contre un pays. Mais par contre, il existe, et c'est pour cela que le Congo a bien compris que le danger n'était pas écarté. Parce que vous savez qu'on a envoyé, comment il s'appelle, Isidore Nzi. Le président de l'Assemblée, Isidore Mvuba, oui. Voilà. Et Sassou l'avait envoyé là-bas. Et c'est quand il y a eu disons, je crois que c'est le centenaire, enfin, où en tout cas, il y a eu un grand événement pour arriver à situer la création de
de la statue, des statuts de Rome. Les statuts de Rome, c'est les statuts qui ont permis, parce qu'il y a eu la Convention de Rome et il y a eu les statuts de Rome qui ont donné du corps à la CPI. Donc, on célébrait la création de la CPI. Il y avait dans le discours, j'ai été étonné par le discours de Vouba, qui est allé, en fait, pour plaider la cause de Sassou Nguesso. Parce qu'ils savaient bien qu'ils ne sont pas sortis de l'eau. Parce qu'il y a trois possibilités qui peuvent exister. La première possibilité, c'est qu'on demande, je dirais diplomatiquement, au pays de dire, venez, ouvrons les fenêtres, ouvrons les portes, regardons ce qui se passe chez moi. Là, un État responsable prend ses dispositions et corrige. Parce qu'à ce niveau, ce n'est pas fait. Cet exemple périodique, donc c'est comme des sonnets d'alarme. On signale des choses qui ne vont pas. Et là, le Congo a raté cette opportunité. La deuxième opportunité, c'est que il faut qu'un État ou plusieurs États puissent saisir le Conseil de sécurité de telle façon qu'on puisse signaler la gravité de la situation que la population vit. Et c'est dans cela que ce travail que vous faites est très important, parce que vous savez, les génocides et les autres génocides ont mis beaucoup de temps pour être reconnus, vraiment. Là, l'avantage, il a été reconnu, mais il faut maintenant le mettre en exécution. Oui, mais évidemment, Maître Dominique Nkunku, qu'est-ce qui fait qu'il y ait eu ce blackout sur le génocide dont vous faites état? Un blackout médiatique, c'est-à-dire les médias étrangers n'en ont pas parlé, à la rigueur, un tout petit reportage de 2-3 minutes, et puis ça s'est arrêté à ce niveau. Est-ce qu'on peut penser que là aussi, c'est le gouvernement congolais qui a dû empêcher tout cela? Mon secrétariat a pris contact avec, je crois que c'est Afrique 24, hein, une dame s'était portée volontaire pour réactualiser le dossier comme vous êtes en train de le faire. Et vous savez qu'après, ce qu'il lui a dit, parce que quand elle a relancé en disant, mais alors qu'est-ce qui se passe? Est-ce que vous voulez que Maître Nkunku vienne sur vos plateaux? Alors qu'il m'avait déjà invité, hein, sur le problème de la tontine, je suis beaucoup intervenu sur leurs émissions. Et donc, la dame a dit, vous savez, si je veux perdre mon poste, il faudrait que je parle de ce génocide et que je parle de ce livre. Donc, il a dit, je pense que vous avez tout compris. La corruption internationale dans laquelle s'est installé le Congo est une corruption qu'il faut casser, parce qu'il met en danger le Congo, mais il met en danger aussi la communauté internationale. Alors, Maître Nkunku, au-delà de ce qu'il y a eu ce blackout et que le gouvernement congolais a refusé les enquêtes internationales, bien entendu, quelle alternative? Comment doit-on faire pour le faire connaître et probablement en arriver à interpeller quand même les auteurs? Tout à fait. Alors, il y a disons, il y a déjà une double victoire. La première victoire, c'est que le gouvernement qui voulait crier haro sur le bonnet s'est retrouvé lui-même exposé devant cette situation. Parce que même les ambassadeurs qui étaient sur place savaient bien que le Congo pratique le génocide. Deuxième victoire, c'est le fait que maintenant, en fait, les Congolais, ce qui me manquait à ce moment-là, c'est pour cela que je me suis dit il faut travailler en profondeur. Le gouvernement a fait en sorte que les Congolais eux-mêmes ont pris conscience de ce génocide. Et je crois qu'il y a une maturité qui manquait à ce moment-là. Combien de fois Sassou est traité de génocidaire? Combien de fois, vous voyez? Et donc, comme nous avons un crime qui est imprescriptible, c'est ça qu'il faut savoir. Donc, en fait, c'est important que sa population, les victimes, il est important que les victimes puissent prendre conscience que la peur ne suffit plus. Et cela, il le fallait, puisque j'apprends des initiatives que je ne connaissais même pas, que les Congolais eux-mêmes sont en train de mener des enquêtes. Et que le fameux débat génocide du Lari ou du génocide du Poul, c'est un débat qui s'est estompé pour attaquer véritablement le danger dans lequel le Congo vit.
Avant même, on pensait que le problème, cette maltraitance, d'ailleurs, il faudrait que je vous en explique les raisons, qu'elle ne touchait que les laris jusqu'à présent. Mais maintenant, beaucoup de gens, j'entends des gens de Mosaka, j'entends beaucoup de gens même, vous voyez, qui n'acceptent plus ce Congo-là. Et donc, c'est important. Et c'est là que intervient, je viens de demander à une consoeur qui est avocate à la CPI d'accepter de prendre en charge ce dossier. Elle a accepté avec beaucoup de bonheur, puisque maintenant il y a beaucoup d'éléments qui existent. Et je crois que l'autre possibilité qui existe, c'est qu'avec toutes les preuves, et moi je demande toutes les preuves qui sont en train d'être rassemblées, non seulement il faut bien les protéger, mais également que toutes ces preuves, nous puissions les utiliser maintenant au niveau de la saisine du procureur. L'avantage, c'est qu'il vous parlez du procureur de la CPI, c'est cela? Tout à fait, c'est le procureur de la CPI parce que la CPI a aussi la possibilité de constater qu'il y a un danger. Donc, est-ce que dans le cas d'espèce, maître, la CPI peut s'autosaisir de cette affaire? Elle peut, mais surtout, elle peut être saisie par une plainte. On appelle ça une information, vous voyez? Par qui exactement? Puisque le gouvernement refuse les enquêtes internationales. Non, mais là, justement, c'est indépendamment du gouvernement. Ça devient indépendamment du gouvernement. Et là, dans le cas d'espèce, c'est que cette consoeur que j'ai désignée, que j'ai proposée, si les confrères congolais, puisque vous savez qu'il y a une avocate congolaise qui vient d'écrire un magnifique livre sur le génocide, sur les définitions du génocide. Donc, ce n'est pas l'intelligence qui manque. Donc, si les confrères veulent s'associer à cet avocat, ils peuvent s'adresser à moi. Si les Congolais, maintenant que, disons, la recherche elle est orientée vers la vérité, parce que c'est un thème qu'il ne faut pas perdre de vue, comme c'est recherché il y a une recherche vers la vérité, les dossiers qu'ils ont constitués, à charge, comme j'ai dit, de bien les garder, cet avocate va les prendre en main. Et il ne faut pas qu'elle soit seule. Il ne faudrait pas qu'elle soit seule avocate. La cause doit devenir maintenant une cause importante. Surtout que maintenant, nous avons une diaspora qui est réveillée de plus en plus et qui est très, très combative et combattante aussi. Je crois que c'est maintenant qu'il faut arriver à travailler. C'est-à-dire que le temps de la maturité est arrivé. Et moi, je suis fier de plus en plus des Congolais. Avant, c'est vrai que j'en étais beaucoup irrité parce que je me disais, mais c'est leur affaire, pourquoi est-ce qu'ils ne comprennent pas? Mais maintenant, au contraire, beaucoup anticipent les choses. Il y a un travail qui est fait, un travail de fond, et ce travail de fond, maintenant, le temps arrive pour que ce soit mis sur le bureau du procureur. Donc, il n'y a rien de perdu, au contraire, c'est le moment plus que jamais. Et quand c'est comme ça, lesquels seront interpellés? En fait, j'avais juste envie de vous poser la question, qui a fait ce génocide contre qui exactement? Et je crois que celui qui a fait ce génocide est connu. C'est le fameux enfant de Mobara, hein? Celui qui a fait ce génocide, c'est Sassou Nguesso. Et il continue à penser le Congo en tant que terrain qu'il faudrait arriver à vider. Je parle de Sassou Nguesso, mais il n'y a pas que lui. Des gens comme Mvoba, ils doivent en répondre. Les gens qui font l'apologie de ces génocides comme Makosso, ils doivent en répondre. Toutes ces personnes-là, je dirais, qui détruisent, parce que même les enfants Sassou, pendant qu'on était en train de faire la guerre au Lari, dans ce domaine, le royaume des Lari, là, vous savez ce qui se passait? Il y avait des compagnies qui étaient en train de faire de la prospection minière dans cette partie. Pendant le génocide. Pendant le génocide. Pendant le génocide. Et les photos existent. Et des gens comme Lentoumi, qu'il aille sous l'eau, qu'il aille sur la terre, où il veut, moi je l'attraperais pour le mettre dans une prison. Il y a eu des gens qui méritaient même pas d'aller à la Haye, comme monsieur le président de la Côte d'Ivoire, mais des gens comme les Toumi, tout ce monde-là, c'est des... Mais pourtant, certaines personnes disent que lui, il était en train de se défendre. Comment? Les gens disent qu'il était en train de se défendre. Qui se défendait? Toumi, Toumi, oui. Toumi, oui.
Ben, c'est la plaisanterie ou quoi? Il se défendait contre l'agression de l'armée de Denis Sassou Nguesso. Mais pourquoi maintenant ils sont devenus cuir et chemise? Excusez-moi l'expression. Pourquoi on n'arrête pas sur Brazzaville? C'est parce qu'il y a eu des accords de décembre 2000, je crois, 18. Vous savez, dans le domaine criminel, quand il s'agit de la vie des gens, il faut être sérieux. Il n'y a pas eu d'accord. C'est la complaisance. Et c'est ça que je n'aime pas dans ce Congo. Je n'aime pas ce pays complaisant. Je n'aime pas que l'on puisse n'ait pas le courage de dire aux gens, toi tu es un criminel. Ntoumi est un grand criminel. Et encore plus, hein, un dossier, puisque souvent quand je passe chez vous, après il y a des gens qui viennent faire des bruits, mais il y a eu du trafic des ossements humains. Hein. Et Ntoumi en connaît quelque chose. Pardon, vous avez dit? Il y a eu du trafic des ossements humains. Pendant ce génocide-là? Bien sûr, tous les cadavres n'ont pas été mis seulement dans des fosses communes. Dans les fosses communes. Hein. Il y en a qui ont été le commerce. Vous savez bien l'histoire de l'affaire Kabylie, vous qui l'avez lu. Je connais cette histoire-là. Et je sais que beaucoup de cadavres sont venus du Congo. Et dans la même période. Donc, nous sommes un pays en danger. Je vais juste récapituler, Maître Dominique Nkunku. Vous êtes en train de dire les choses beaucoup très sérieuses d'ailleurs, mais aussi sensibles. Vous nous faites croire ou comprendre que pendant ce génocide, non seulement qu'on est en train d'exterminer une tribu, mais dans le même temps, on est en train d'organiser un trafic d'organes et d'ossements, c'est cela? Oui. Et c'est en cela que c'est très grave. C'est en cela que non seulement il y a eu intentionnalité, mais également il y a un crime énorme. Moi, longtemps, je me suis dit... J'aime bien à dire que lorsqu'un avocat parle, c'est qu'il a des preuves. Et parce que je suppose que ce que vous êtes en train de dire est démontrable et qu'il y a des preuves. Il y a des dossiers qui existent. S'ils veulent, vous savez, moi, depuis que j'ai choisi de dire la vérité dans ce pays, il n'y a pas un élément que j'ai avancé où il n'y a pas de preuves. Pourquoi j'ai fait ce choix-là? Parce que on a tout endormi un peuple pendant 40 ans. Pendant 40 ans, on a endormi un peuple, on l'a affamé, on l'a détruit. Et on poursuit Ntoumi, alors que Ntoumi, on a même dit à un moment donné, c'est une erreur qu'ils ont commise. On a dit qu'il a grandi à Soumouna. Et donc, mais il n'a jamais vécu à Soumouna. On l'a mis là-bas parce qu'il y avait une sorte de foyer de résistance dans cette partie. Mais la nuit, il ne dormait jamais à Soumouna, il allait dormir en Bamou. Et tout le monde connaissait son itinéraire. Et pourquoi on ne l'a pas arrêté? C'est-à-dire dans la période de génocide, là, il partait dormir. Mais bien sûr. Et on disait qu'on le recherchait. Il y a parfois même, il paraît qu'il devenait comme un oiseau. C'est la plaisanterie la plus ubuesque qui puisse exister. C'est un criminel. Tous ces gens, c'est-à-dire qu'ils dorment sur une bombe. Ils dorment sur une bombe et elle va exploser. Il faut arrêter de jouer avec les Congolais. Il n'y a pas que des ignorants au Congo. S'il y en a, et je regrette beaucoup qu'il y en existe. Parce qu'un peuple qui a souffert est un peuple qui devient très intelligent. Donc il faut qu'on arrête d'imaginer que les Congolais, on peut leur raconter n'importe quoi. Vous savez, je vous dis des choses, hein, si vous le permettez. Vous voulez qu'on parle de la vérité? Je vous en prie, oui, je vous en prie. Alors, d'abord, moi longtemps, je me suis dit, mais... Et d'ailleurs, on me l'a posé la question à Genève, quand j'ai fait une conférence. On m'a dit, mais pourquoi est-ce que Sassou en veut au Lari? Je vous dis une vérité. Vous savez, Sassou en veut au Lari parce qu'il se voulait un peu comme le fondateur du Congo. Et le problème, c'est que ce n'est pas lui le fondateur du Congo, c'est Machoua. J'entends fondateur en termes politiques. Et le problème qu'il a rencontré, c'est qu'il s'est rendu compte que, vous savez qui est le père du premier président du Congo? De Philbert Youlou? Oui, mais c'est Machoua. C'est ça le vrai problème. Quand il en veut au Lari, il en veut à Machoua, il en veut à Youlou. Parce que c'est ça, vous connaissez la vérité, c'est la vérité qui vous rendra libre. Vous savez pourquoi il a tué Ngouabi? Ngouabi est un enfant d'un Lari. C'est cela, votre pays, vous ne le libérerez pas si vous ne connaissez pas son fonctionnement, ses bases, vous voyez? Et en connaissant le fonctionnement, en connaissant les bases, vous découvrez ce qu'on appelle des mercenaires.
Les gens, Mariam Ngouabi n'était pas Kouyou, non? sa mère, oui. Pourquoi on n'a jamais parlé de son père? Pourquoi il y avait une telle affinité entre Mariam Ngouabi et le cardinal Bienda? Ils se connaissaient. Et cette réalité fait obstacle à ce besoin d'hégémonie de Sassou. C'est pour cela que, par exemple, même j'apprends, on insulte les Laris, on dit qu'ils sont des idiots, qu'ils sont des traîtres. Non, moi, je suis Lari, je ne suis pas idiot, je ne suis pas traître. La preuve, je me bats, je prends des risques énormes. Il faut qu'on arrête cela. Et Maître, c'est une forme de repli identitaire ou bien? Non, 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 il n'y a pas de repli identitaire. C'est au contraire, c'est une manière d'aller chercher la racine du mal congolais. Comprenez? Parce que ce qui se passe, c'est d'une banalité incroyable. Quand on faisait la guerre, par exemple, dans cette partie qu'ils appelaient ça la guerre, et vous savez que il se passait à Kinkala, les gens comme, comment ça s'appelle, Salissa Okombi, et ainsi de suite, ils étaient venus carrément créer une sorte de bouchon devant le pont de Dieu pour tuer les gens. Les gens étaient au courant. Mais les gens, ça ne les pose aucun problème parce que ça touche les laris. Vous voyez, c'est ça qui est grave. Et lorsque ça touche les laris à ce niveau, qu'est-ce qui se passe derrière? Le jour où ça va toucher les mochis, comme maintenant là, c'est en train de tourner, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, ben ce ne sont que des mochis. Le jour où ça va toucher les couillous, ah, mais ce ne sont que des couillous. Les jours où ça va toucher les vilis, oh, ce ne sont que des villes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas un repli identitaire. C'est une manière de regarder où est notre problème. Pourquoi notre pays se meurt? Pourquoi on peut prendre l'argent du Congo, aller le mettre n'importe où, le placer n'importe où, aucun Congolais ne se lève? Parce qu'ils ont le sentiment que ce n'est qu'une affaire des autres. Mais non, c'est pas comment on dit ça. On dit, vous voyez, il y a des fois, je crois que c'est les Laris qui disent que tu as le sentiment que ce n'est que le poil de la bête qui est en train de brûler alors que c'est la bête elle-même. Or, c'est toute la bête. On a le sentiment que ce n'est qu'une histoire de Lari. Mais quand vous détruisez les Laris, c'est la région la plus riche, hein, c'est une des régions les plus riches. Hein. Il y a une zone, une terre qui existe, qui n'est pas encore exploitée. Et lorsque on ne parlait que des Laris, ce ne sont que des Laris. Mais lorsque on commence à parler des gens du Niari, ça devient et les Laris et les gens du Niari. Lorsque on va parler des Kouyou, on va parler des Mboshi, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte. On sait bien que, évidemment, je voulais juste rappeler qu'en dans les années, je crois, 87 ou 86, comme ça, il y a eu un génocide à Ikonongo aussi, dans la partie nord. Ah ben, mais bien entendu. À ce moment-là, le Congo n'avait pas encore ratifié les traités. Non. Mais attention, ça ne signifie pas du tout que le crime ne soit pas blâmable, hein, ne soit pas, on ne va pas rechercher. À Ikonongo, oui, c'est un dossier que je suis. Vous voyez, moi, tous les dossiers du Congo me regardent beaucoup. Je me dis, c'est un petit pays riche et nous avons un peuple très intelligent, je vous garantis. Nous avons, si on avait continué à être développé, à être instruit, avoir des universitaires comme on en a eu dans les années 60, mais vous savez, on aurait été peut-être le peuple le plus brillant de l'Afrique. Hein. Oui, maître, ma question était aussi de savoir, tout à l'heure vous avez semblé nous expliquer pourquoi est-ce que Denis Sassou Nguesso s'acharne-t-il contre les Laris, mais nous venons là de rappeler aussi qu'il a fait à Ikonongo. Alors, la question est donc de savoir que recherche-t-il, puisqu'il peut le faire au Poul, comme à Ikonongo, disons à Rwando. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout cela? Pourquoi est-ce qu'il se comporte ainsi? C'est toujours l'hégémonie, vouloir toujours se présenter comme le maître du Congo? Mais maintenant, c'est au-delà de ça, puisque depuis que toutes ces choses, nous les mettons en valeur, maintenant, en fait, j'ai envie de dire, et c'est là le lien avec l'article 157, vous connaissez, on en a parlé la dernière fois, c'est que je pense qu'il veut raser le Congo de la surface de la terre. Pour quel intérêt? Parce que le Congo ne l'intéresse pas. Pourtant, il est congolais. Comment le Congo ne va pas l'intéresser? Le Congo ne l'intéresse pas parce que je crois qu'il a cette mentalité de son père, qui avait été amené comme tirailleur. Hein. Vous savez, des gens comme ça. Et
Et Il a gardé. son père n'est pas congolais, c'est ça? Sassou, son père n'est pas congolais. Son père n'a jamais été congolais, Sassou. Et c'est pour cela, quand je parle de la mentalité des mercenaires, c'est-à-dire un mercenaire, il ne vient que pour tuer, dérober et voler. C'est la richesse qui l'importe. Ce n'est pas les individus. Quand il va à Ikonongo, quand il fait marcher pratiquement les gens comme des esclaves, vous êtes sûr qu'il a de l'égard pour les gens du Konongo? Tous les Alors finalement, c'est à tort qu'on le présente comme étant quelqu'un qui agit au nom des compatriotes de la partie septentrionale, puisqu'il peut commettre les mêmes crimes. Oui, mais ça c'est vraiment l'illusion la plus grave. Il faut vite la quitter. C'est pour cela que quand on dit on va diviser le Congo, c'est pour cela que lorsque l'on parle des Mboshi, c'est vrai, des Mboshi qui n'ont pas compris, mais de plus en plus, toute la partie septentrionale est en train de comprendre. J'ai des amis de Mosaka, quand je discute avec eux, ils me disent des choses qui sont incompréhensibles, que j'étais loin d'imaginer. Non, Sassou met en danger le Congo. Quand je demande aux Congolais de se lever, d'arrêter une sorte d'adoration de Sassou, il ne faut pas être comme des gens ignorants comme des Mvuba et tout ce monde qui sont devenus des efféminés. Il y a une virilité qui est nécessaire. Il faut arriver à comprendre que le pays est en danger. Vous vous rappelez la fameuse unanimité quand ils ont... vous voyez, on est en train de voter une loi pour que Sassou ait toutes les armes entre les mains, s'il faut même bombarder le Congo, tout le monde vient comme un seul homme, allez, tout le monde est unanime. C'est quoi ça? Alors donc, si je vous ai bien compris, maître, on a affaire à un groupuscule d'hommes qui veulent du Congo sans les Congolais. C'est bien cela? Mais la preuve, hein? Pourquoi on a vendu une partie aux Rwandais? Vous nous apprenez beaucoup de choses, là. Mais vous savez, invitez-moi souvent, peut-être je vous édifierai beaucoup, mais malheureusement, c'est ça la réalité. Quand je dis que le Congo est en danger, il est vraiment en danger. Prenons un enfant comme Kiki, mais pardonnez-moi, mais il n'a rien à foutre du Congo, mais pas de l'argent des Congolais. Ça dit que c'est ça la réalité. Ouvrons les yeux. Ouvrons les yeux. Quand les gens vont... Oui, je vous écoute. Oui, maître, je vous en prie, allez-y. Non, je dirais que la prise de conscience, elle est nécessaire. Elle est nécessaire parce que le pays est en danger. Et tout est toujours mis derrière, vous comprenez? Tout est toujours mis derrière. Par exemple, là, on ne dit pas franchement, donnez-moi toutes les armes pour que, si je suis attaqué, je puisse éventuellement bombarder le Congo. Non, qu'est-ce qu'on va dire? On laisse l'idée que, mais c'est parce que son fils, il y en a même qui commencent à dire, son fils a déjà été choisi par l'Élysée. Il faut arrêter ces histoires-là. Alors, c'est faux, donc. Il cherchait tous les moyens pour qu'il ait la possibilité de prendre la décision aujourd'hui d'envoyer une armée à Ikonongo, d'envoyer à... et ainsi de suite, vous voyez. C'est-à-dire, il devient pratiquement le seul maître à bord. Mais comme il a fait des vallées, tout ce monde-là, vous voyez, mais évidemment, c'est facile maintenant. Je ne sais même pas s'ils ont déjà voté leur nouvel article, hein, mais c'est ça le but. Hein. Donc, ce n'est pas le fameux homme du 21 juin, je ne sais pas comment, j'oublie même leur qualification. Ce garçon, c'est un garçon qui a fait du crime tout un système de vie. Mais il a toujours joué, il jouait avec les gens. Vous savez qu'il faisait partie du maquis de Diawara. Ça, je ne sais pas si vous le saviez. Il faisait partie du maquis de Diawara. Et quand il a senti que les choses tournaient mal, que Ngouabi risque de lui couper la tête, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Tout d'un coup, il a changé de bord pour venir se faire voir, mieux se faire voir par Ngouabi. Bon, mais évidemment, après Ngouabi, il a succombé à cela. C'est-à-dire que la plupart des gens qu'il a trompés, il les a toujours tués pour qu'ils ne puissent pas le trahir à son tour. Et donc, ça, quand on a compris, on sait qui est en face. Parce qu'un ennemi, si tu le prends pour un ami, il va te tuer. Un ennemi, si tu le prends pour ami, il va te tuer. Et c'est ce que l'on va donc retenir. Nous sommes pratiquement à la fin de notre émission. Maître, j'espère que nous avons dit ce qu'il fallait dire pour aujourd'hui. Et je crois qu'on peut mettre un terme à notre émission, à moins que vous ayez quelque chose, mais en quelques secondes, hein, comme mot de la fin. Et puis on clôture notre émission aujourd'hui.
En quelques secondes, je voudrais revenir un peu sur le combat de monsieur qui touche Brice, Brice Parfait, collé là, vous voyez. Pas du tout pour parler de l'affaire, puisque il y a des brillants confrères qui s'en occupent et je voulais vraiment les encourager parce que souvent la diffusion qui est faite, c'est qu'on a le sentiment que le débat portait sur l'inhumation ou pas de Kolela. Mais en réalité, selon ce que moi je connais, le débat portait sur la vérité, qui a tué Kolela et comment il a été tué et quand. Et donc ce combat-là, il faudrait continuer à l'avoir. Et dans ce combat, cette partie de la vérité, ce qui est gagné déjà, c'est la fameuse date qui a été donnée. Et donc, il faut arriver à la cristalliser au niveau judiciaire. Mais cette date pose une question aussi, que je vous laisse d'ailleurs. Si il avait été établi, ou s'il est comme il a été maintenant établi, que c'est le 21 que la personne dans le cercueil a été tuée, moi je dirais tuée, qu'est-ce qui s'est passé avant le 21? Puisque nous avons des photos de Kolela qui étaient dans un sac. Donc, en fait, il y a deux crimes. Il y a eu celui qui a été tué à Brazzaville et il y a eu peut-être un Tchadien qu'on a dû prendre pendant l'escale, celui-là qui serait mort le 21. Donc, vous voyez, c'est pas une affaire résolue. Et moi, je suis content que le bâtonnier d'Evry fasse partie de la belle équipe qui travaille pour la recherche de la vérité. Il ne faut pas surtout qu'il s'arrête. Et à un moment donné, je crois qu'il faudrait que cette équipe si compétente puisse interpeller et peut-être mettre en cause, y compris judiciairement, la France. Comment est-ce qu'elle accepte que sur son sol, on vienne commettre des crimes? Là, il y a une succession de crimes. Il y a le crime de Kolela, mais c'est qui cet homme qui serait décédé le 21? Puisque cliniquement, il est établi que cet homme est mort le 21. Vous êtes d'accord? Mais si cet homme était déjà mort à Brazzaville, donc il y a eu 2 personnes qui étaient mortes dans cette affaire. Et il faudrait que l'instruction nous conduise vers cela. C'est ça l'intelligence. Et il faut que nous devenions le peuple que nous sommes, un peuple intelligent, et non pas qui va se cacher pour murmurer derrière les choses, mais véritablement savoir dire les choses en face en disant « Dites-moi simplement, le 21, qui c'est qui était mort? Est-ce que c'est un Congolais ou un Tchadien? Si le Congolais était déjà mort à Brazzaville. » Voilà. Vous m'invitez pour des questions, je vous en laisse aussi. C'est un bon partage, non? En tout cas, merci, Maître Dominique Nkunku. Nous vous disons grand merci d'avoir été avec nous aujourd'hui, mais ce n'est pas fini. Comme on l'avait dit, c'est toute une série d'émissions que nous avons à organiser parce qu'évidemment, il faut dire la vérité aux Congolais, il faut faire prendre conscience aux Congolais qui ignorent encore un certain nombre de choses. Merci à vous aussi. Chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager nos émissions. C'est en cela que vous allez participer à notre activité médiatique, mais surtout à la liberté d'expression. N'oubliez pas non plus de vous abonner pour ne rien manquer des programmes Keller TV. On se dit donc au revoir et à très bientôt. Merci.